Eh bien, pour conclure cet après-midi, il est normal que la parole revienne à celui qui est ce combattant acharné contre la droite et l'extrême droite. Il est le père de la belle alliance populaire qui nous mènera à Paris le 3 décembre prochain, notre premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis. Merci les amis. Permettez-moi d'abord de vous saluer et de vous dire merci d'être venus en ce jour où beaucoup auraient pu prendre un peu de repos mérité. Vous êtes au rendez-vous, vous êtes là, par-delà votre vie quotidienne, parce que vous êtes des militants, des sympathisants ou des responsables de la gauche. Et si je pouvais, je vous applaudirais. Merci à l'ensemble des élus présents et laissez-moi dire quelques mots. D'abord à Georges Méric pour le propos qu'il nous a tenu. Comme toujours dans ses interventions, lui qui est le responsable quasiment du quotidien, au plus près de la vie de nos concitoyens, il a cet art indéniable d'en appeler à notre raison, de faire vibrer les mots de la République et de défendre, parfois avec impertinence, la question de la laïcité qui nous réunit tous. Merci Georges. Merci à Carole qui fait passer ce petit vent frais sur la politique française et qui, dans sa conquête, a montré que les socialistes pouvaient tout à la fois garder des régions qui avaient été bien gérées, il faut bien le dire, et en même temps faire émerger des visages nouveaux bien nécessaires à la rénovation de notre vie politique. Merci pour tes propos, merci surtout pour le combat que tu mènes en ce moment dans notre pays. Et enfin, merci à Sébastien. À travers Sébastien, je voudrais saluer, et ils sont nombreux ici, les premiers fédéraux, les responsables des fédérations, ceux qui animent nos fédérations. Vous savez, moi je partage un peu, à mon niveau, ce que vous faites au quotidien. Incarner une fédération, rassembler les militants, gérer autant que possible les personnalités nombreuses de la fédération, faire en sorte qu'ils se rassemblent et qu'ils soient bien placés dans les réunions, qu'ils aient leur possibilité de s'exprimer. Parfois, ce n'est pas facile, mais enfin, vous voyez, les premiers fédéraux ont toujours le sourire. Ils sont là présents, ils sont disponibles et ils combattent pour le rassemblement. Alors, à travers toi, merci à l'ensemble de nos premiers fédéraux. Permettez-moi de saluer, bien sûr, Catherine Lemorton, qui est une de nos grandes voix à l'Assemblée nationale et qui exprime bien souvent ce que l'ensemble du groupe voudrait ou ne voudrait pas entendre, mais sa voix est souvent entendue et prise en compte. Merci à Valérie. Alors quand Catherine Lemorton et Valérie sont ensemble sur un sujet, croyez-moi, ça déménage à l'Assemblée nationale. Et je voudrais les saluer aujourd'hui pour le combat qu'elles mènent à la fois ici et là-haut à Paris. Un petit signe amical aux secrétaires nationaux qui sont venus, Christophe Borgel, qui a l'intelligence d'arriver au moment où je le cite, Kamel Chibli, qui s'est débrouillé pour arriver avant que je le cite, et bien sûr Émeric Breguet, qui est responsable des universités de l'engagement, ou Laurent Dutheil, qui m'a fait l'amitié de venir aujourd'hui. Voilà mes amis, nous sommes une grande famille, alors nous nous saluons, nous nous congratulons, nous nous rassemblons, nous nous interpellons, mais nous sommes une famille dans un moment politique très particulier.
Je ne parlerai pas, dans un premier temps, de la politique du moment présent. J'aimerais vous faire toucher du doigt dans quelle séquence politique nous sommes. Parce que si nous sommes militants, c'est aussi parce que nous allons au-delà de la campagne électorale et du moment électoral. Nous sommes confrontés à une période très particulière. Toutes les générations qui nous ont précédés ont été confrontées à une crise, qui a structuré tout le débat politique, qui a conduit même parfois à des scissions, des oppositions, qui a fait qu'un certain nombre de responsables se sont séparés ou se sont unifiés. On en parlait tout à l'heure dans l'intervention de Georges. Il y a eu la grande bataille de la République. Et vous vous souvenez que dans cette bataille, tous nos responsables n'étaient pas d'accord, on s'interpellait, on s'excommuniait même parce que certains voulaient aller au gouvernement. Et on estimait que c'était le début de la trahison. Ça l'était un petit peu à l'époque, il faut le dire. On s'opposait sur la question de la laïcité, car l'ensemble des socialistes et le courant républicain n'a pas été d'accord sur la manière de la déployer. On s'opposait sur d'autres questions, on s'opposait violemment sur la révolution russe. Et ceci nous a conduit à une scission qui a rendu les deux gauches irréconciliables, mais n'a pas empêché ces deux gauches de s'unifier. On a eu une opposition entre nous pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous savons tous, nous, que tous les socialistes n'ont pas été résistants et qu'il y a eu, dans notre famille politique, des chemins ô combien divergents. Tout le monde n'a pas été comme Blum au procès d'Orion. Nous avons eu, au lendemain de la Première Guerre mondiale, des débats extraordinaires entre socialistes, puis dans la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, je viens de le dire, et puis dans les guerres coloniales et dans la décolonisation. On se souvient que l'un des nôtres a pris quelques tonnates à Alger, et que sur cette orientation qui était la sienne, se sont créées d'autres formations politiques, et qu'il a fallu reconstruire le Parti socialiste par rapport à ce dirigeant qui était le secrétaire général de la SFIO. Tiens, la SFIO, les socialistes étaient tellement divisés que l'Internationale socialiste n'a pas réussi à faire en sorte qu'ils aient un même nom. Donc on les a appelés la section française de l'Internationale ouvrière parce qu'il était impossible entre socialistes de se mettre d'accord sur le nom qu'on allait porter. Mais à chaque fois, que ce soit sur l'Europe ou sur l'attitude vis-à-vis du gaullisme, à chaque fois, il y avait une question qui permettait d'organiser l'ensemble du débat. Aujourd'hui, nous sommes confrontés aux crises conjointes, à la multiplicité des crises, qui font que ce n'est plus un seul sujet qui vertèbre l'ensemble de notre espace public, mais plusieurs sujets. Nous avons la révolution de l'immatériel, cette grande révolution industrielle qui change la manière de produire. Et à lui seul, ce débat pourrait disloquer le Parti socialiste entre ceux qui veulent garder les acquis tels qu'ils étaient dans la période précédente et ceux qui veulent s'adapter à ce nouveau système, ceux qui veulent trouver dans ce nouveau système les éléments d'une nouvelle justice. Rien que ce débat-là, qui nous oppose souvent à l'Assemblée nationale, est un débat majeur. Mais il n'est pas suffisant pour expliquer la situation actuelle. Nous avons aussi la grande controverse sur l'écologie, qui est une des plus grandes controverses de l'humanité, la capacité ou pas de maîtriser la nature, de faire en sorte que la Terre, qui on n'en a qu'une, reste la Terre. Et donc prendre des mesures par rapport à cet objectif. Ce débat-là est aussi un débat majeur. Et il n'engage pas simplement le climat, mais la manière de produire, l'agrobiologie ou autre. Nous avons aujourd'hui, vous le savez tous, l'immense débat de la montée des communautés, où l'espace public est en proie à nouveau de la montée des communautés, des cultes, et qui pose le problème de ce que sera notre République, si particulière parce que vertébrée par la laïcité.
Voilà 3 débats, 4 débats. Il faudrait y ajouter le terrorisme, qui aujourd'hui percute les sociétés occidentales et fait s'interroger l'ensemble de nos concitoyens sur ce que sera demain. Nous avons tous ces débats-là. Mais il y a un débat qui est encore plus profond et qui surplombe tous les autres débats. C'est la montée inexorable dans toutes les sociétés occidentales du national-populisme plus ou moins xénophobe, de cette idée que le monde occidental perd son hégémonie, lui qui avait l'hégémonie sur le monde, sur la planète depuis le XIVe siècle et qui se trouve aujourd'hui confronté à d'autres, ayant d'autres civilisations, d'autres cultures. Ces gens-là que nous avions colonisés, qui étaient obligés de consommer nos produits, sont aujourd'hui en situation de nous conquérir des parts de marché. Plus que ça, pour certains d'entre eux, ils ont une religion qui vient s'installer dans notre propre pays et qui vient demander sa place. Plus que ça, nous avons une situation où l'ensemble du Sud, confronté à la pauvreté, commence à marcher vers le Nord pour essayer de trouver les moyens de survivre. Alors, dans l'ensemble des sociétés occidentales, se déploie, se construit, s'articule l'idée qu'il faut se protéger contre ce destin funeste, qu'on veut protéger une civilisation je ne vais pas y arriver. Voilà. Séculaire au moins. Et qu'il faut faire face à ceux qui nous envahissent. On a même les théoriciens qui nous disent que nous allons, nous, vieux peuples d'Europe, être remplacés par d'autres qui n'ont pas nos visages ni notre couleur de peau. C'est ça ce qui se développe dans l'ensemble du monde occidental et qui fait le caractère compliqué de la situation politique au-delà des vicissitudes que nous rencontrons. Il suffit de se tourner, vous le voyez tous, dans ces jours aux États-Unis, avec Donald Trump, qui excite un nationalisme américain contre tous les autres pays, y compris la France d'ailleurs, qui en prend plein pour son grade, et qui veut permettre à ce que les États-Unis soient protégés de toute cette bourrasque du monde tel qu'il est en train de se déployer. Mais ce que nous avons vu, ou ce que nous voyons aux États-Unis, nous l'avons vu en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, nos amis de Grande-Bretagne n'ont pas quitté l'Europe sur la question européenne, mais sur la question de l'immigration. C'est le débat sur l'immigration qui a vertébré tout le débat du Brexit. Et puis nous voyons, lorsque nous allons sur l'Europe continentale, nous voyons comment se déploient les débats. On nous parle beaucoup, à juste raison, de la situation économique en Allemagne. Mais voilà un pays qui a un taux de croissance, voilà un pays qui a peu de chômage, voilà un pays qui est dirigé par une chancelière dont on loue le charisme, la capacité à rassembler son pays, elle qui n'est pas mise en cause, ni par ses concitoyens, ni par des livres. Eh bien pourtant, cette femme a été battue lors des élections régionales et à plat de couture par des mouvements, l'AfD, qui, fusionnant avec Podiga, ce petit groupuscule qui est à la fois islamophobe et antisémite, ont réussi à gagner des élections sur le plan régional. Et à quelques pas de l'Allemagne, vous avez l'Autriche, dont on le sait dès aujourd'hui, que dans quelques semaines, un chancelier d'extrême droite présidera ce pays. Et comme si ce n'était pas suffisant, un peu plus loin, le nouveau idéologue des droites européennes, M. Orban, est en train de donner le visage de l'autoritarisme de droite, refusant
non seulement qu'on vienne s'installer dans son pays, mais toute possibilité de s'exprimer. Et puis, on pourrait évoquer la France. Mes amis, évidemment que nous combattons la droite, et j'en dirai quelques mots, mais dans la situation politique française, dans cette séquence que je viens de décrire, ce n'est pas simplement la droite qui est en cause, la droite n'est que le marchepied de quelque chose d'autre, de quelque chose qui se construit jour après jour, d'une situation que vous connaissez parfaitement, d'une formation politique qui campe à 30% sur les frontières de la République et qui, à chaque instant, peut fondre sur celle-ci parce qu'elle se décompose. Le Front National, je l'ai ainsi cité, qui, bien sûr, se met en tenue de camouflage pour ne pas être attaqué. Le Front National est là, prêt à bondir. Il sait parfaitement, élection après élection, que la droite va de plus en plus à droite et que la gauche se divise et qu'il y a là les conditions nécessaires à son accession au pouvoir. Nous sommes rentrés dans la décennie où se joue cette question de la prise ou pas du pouvoir de l'extrême droite dans notre beau pays. Il sera trop tard demain pour dire nous aurions dû, il aurait fallu, c'est de la faute à machin ou c'est la faute à d'autres. Ils sont là, ils sont présents. Je dirais simplement aux plus âgés d'entre vous, ceux qui ont connu d'autres temps où la gauche défilait dans la rue massivement, où nous étions pays de cocagne, dans une situation majoritaire, sans nous préoccuper du lendemain. Qu'est-ce que vous auriez fait si on vous avait dit benoîtement dans un journal télévisé un soir que 50%, ce qui est faux, mais enfin, que 50% des policiers ou 50% de l'armée votaient le Front National. Vous qui combattiez en solidarité avec le Chili, ou qui étiez dans la mémoire, dans ce quartier, dans cette contrée de l'Espagne, comment les choses ont changé, comment les choses se développent. C'est ça la réalité de notre pays, avec un pays qui doute et des combattants d'extrême droite qui ne doutent plus, qui sont sûrs d'eux. Ils attendent leur heure. Et face à cela, nous avons bien sûr la droite la plus bête du monde, ça c'est évident, c'est répété souvent. Mais nous avons une droite qui a fait un choix stratégique d'être droite extrême et non pas républicaine. Il est loin le temps de cette droite que nous combattions à juste raison, mais qui était celle du général de Gaulle, qui avait pu, avec l'aide de la gauche, là, il est vrai, briser la montée de la droite algérienne, celle qui était dans la continuité du pétainisme et néocoloniale, voulait garder les colonies au Maghreb ou dans d'autres contrées. Cette droite, celle que le général de Gaulle avait réussi à briser, elle n'avait pu se reconstruire. Il a fallu attendre, mais ce n'est pas étonnant, que la gauche arrive au pouvoir pour qu'une partie de la droite revienne à l'extrême droite et se reconstruise petit à petit, de plus en plus violemment et de plus en plus fort, jouant sur les fantasmes, mais agitant les peurs. Aujourd'hui, la droite ne se veut plus barrage à l'extrême droite. Elle se veut porte-voix pour être demain porte-flingue. La droite, emmenée d'abord par Nicolas Sarkozy, qui en fut son responsable, évidemment, a adopté un programme, qui est le programme le plus à droite jamais construit par cette droite. La droite se propose de déployer un régime autoritaire et inégalitaire. C'est Nicolas Sarkozy qui le porte, évidemment, mais pas simplement. Lorsque vous les regardez, nos 7 nains de droite,
à la télévision, vous voyez parfaitement qu'il y a un programme commun. Et que ce programme commun, c'est ce qu'il a été dit dans le programme de LR. Mais comme ils savent que ça ne va pas être facile, que ça ne va pas être simple, parce qu'ils connaissent notre peuple, parce qu'ils savent sa résistance, parce qu'ils savent qu'aussi la gauche, une fois divisée, peut se réunifier dans un combat commun. Alors ils ont trouvé quelque chose de nouveau. Ils ont décidé que l'on mettrait en place les ordonnances, c'est-à-dire que le premier tour et le deuxième tour de l'élection présidentielle vaudraient mandat pour le président de la République et qu'il y aurait des ordonnances. C'est-à-dire qu'on ne passerait pas par le Parlement. Cette voie autoritaire est celle de la droite actuelle. Mais ce n'est pas suffisant. Ils viennent de déclarer, il suffit de lire le Figaro d'hier, que les syndicats, on devait aussi s'en séparer. Ils étaient aussi un problème. Donc on se passerait des négociations avec les organisations syndicales. Mais ce programme, ils le veulent parce qu'ils sentent que dans un pays troublé par différents problèmes, il y a enfin la possibilité de revenir sur ce que fut le Conseil national de la résistance, sur ce que ce fut mai-juin 68, sur l'ensemble des acquis de la période précédente, celle du capitalisme industriel qu'il faudrait liquider dans la période de la révolution de l'immatériel. Alors ils se disent, c'est le moment ou jamais, il faut en profiter. Et ils mobilisent tous les moyens, à la fois humains évidemment, mais médiatiques, sondagiers, pour faire en sorte que puisse advenir le temps de cette droite ultra-libérale. Mais mes amis, cette droite se propose de faire la grande suppression. Vous vous interrogez parfois sur le clivage gauche-droite. Ben, posez-vous la question suivante. Pourquoi la droite veut supprimer tout cela? Supprimer la retraite à 60 ans. Supprimer 300 000 fonctionnaires. Supprimer 100 milliards de dépenses publiques. Supprimer le statut de la fonction publique territoriale. Supprimer le tiers payant. Supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune. Supprimer l'encadrement des loyers. Supprimer le compte pénibilité. Supprimer le principe de précaution. Supprimer le cumul des mandats. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy, le non-cumul des mandats. Nicolas Sarkozy, dans son livre, a fait 7 propositions. C'est sa première proposition. Il n'a pas commencé par l'ISF. La première proposition de son livre, c'est le non-cumul des mandats à remettre en cause. Nous voyons bien que la droite, dans ce qu'elle préconise comme solution pour le pays, veut revenir sur ce que nous avons fait et refaire ce qu'ils ont fait. Mais ce qu'ils ont fait, ce sont des méfaits pour l'ensemble de la société française. Et attention, mes amis, car cette politique aura des conséquences si malheureusement elle venait être à appliquer. Elle aura des conséquences évidemment pour l'ensemble des Français, mais ne croyez pas un seul instant que la France acceptera comme cela les ordonnances sur l'ensemble des conditions sociales de notre pays. Elle descendra dans la rue, elle se battra. Vous le savez tous. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours ce parti en surplomb qui attend son heure. Et que les désordres sociaux provoqués par la politique radicale de la droite peuvent conduire à d'autres situations si la gauche n'est pas là pour se défendre. D'abord de se défendre dans l'élection présidentielle, évidemment. D'abord se défendre dans l'élection législative, assurément. Et moi, je ne crois pas
que la situation est terminée, que les sondages, les humeurs, les déclarations font que la gauche est disqualifiée du combat qui s'ouvre sur les élections présidentielles et législatives. Ça sera beaucoup plus compliqué de cela, parce que plus on va avancer vers l'élection présidentielle et législative, plus le voile de leur programme sera déployé. Et on saura petit à petit ce qu'ils proposent pour leur pays, et nous, ce que nous avons fait. Moi, je crois au combat et à la possibilité de se battre pour faire triompher l'espoir dans notre pays. Nous l'avons redressé, peut être critiqué, nous l'avons toujours accepté, mais nous avons redressé ce pays, à la fois ses comptes. Nous avons fait en sorte que les fondamentaux de notre pays soient à nouveau en place. Et il faudra bien que dans le prochain quinquennat, nous passions de ce redressement à la redistribution. Un quinquennat qui permettrait là, évidemment, de montrer ce que c'est qu'une France pour tous, une France qui renoue avec sa tradition républicaine, mais qui permette à chacun de se réaliser, une France dans laquelle il serait possible à tout à chacun de voir son destin personnel au-dessus de ce qu'il était auparavant. Un quinquennat qui permettrait de faire en sorte que la croissance écologique soit au cœur des préoccupations. Un quinquennat qui permettrait de reconstruire, parce que c'est l'objet nécessaire, l'Europe qui aujourd'hui est bien affaiblie. Un quinquennat qui, enfin, nous permettrait de nous attaquer maintenant d'une manière fondamentale à la fracture sociale. Car nous ne pouvons pas accepter, en tant que socialistes, que 8 millions de Français soient en dehors de l'espace public et soient dans une situation telle qu'ils vivent quotidiennement la désespérance. Voilà l'espoir d'une autre France, d'une nouvelle France, d'une France de la liberté, de l'égalité, de la fraternité laïque, mais de la fraternité. Et on me dit, mais franchement, dans la droite, il y a des gens charmants. Il y en a un qui marche sur l'eau des sondages et qui veut une identité heureuse. Donc pourquoi, vous, socialistes, vous ne feriez pas un bout de chemin avec lui? Mais quand on voit son programme, comment voulez-vous? Encore une fois, Georges, je suis d'accord avec toi, et Sébastien aussi. Comment voulez-vous que l'on soit dans l'union nationale ou dans le simple soutien avec quelqu'un qui se propose de défaire tout ce que nous avons fait et qui est à ce point libéral que nous ne pouvons pas faire même un sourire. Et moi, je vous dis, mes chers amis, entre Thatcher et Karcher, je ne choisis pas. Alors, ce dessein de cette France progressiste, fraternelle, égalitaire, c'est à la gauche de le porter. Mais la gauche est émiettée, divisée. Elle l'est dans un moment historique, c'est ça le paradoxe. Et si j'ai pu dire, je sais que ça n'a pas plu, que je trouvais que dans la gauche, il y avait beaucoup d'irresponsables. C'est que je vois très bien ce qui est en train de se préparer et je trouve à côté de moi ou dans le dialogue avec moi, c'est-à-dire avec le Parti socialiste, une gauche qui n'a comme seul objectif de devancer d'un demi-point dans les sondages le voisin. La belle affaire, si c'est pour que, à la fin, l'ensemble de la gauche soit balayé. Alors moi, j'appelle
J'appelle l'ensemble des forces de gauche et des écologistes. Je les appelle à prendre tout simplement conscience de ce qui est en train de se préparer dans ce pays, non seulement par rapport aux politiques de la droite, mais par rapport à l'extrême droite qui risque de devenir. Je leur dis, prenez conscience que tout ce à quoi vous pensez va être bousculé, remis en cause, et que vous ne pouvez pas être la génération qui a laissé faire. La génération à ce point aveuglée par les querelles de personnes ou par les vocations boutiquières qu'elle sera la risée de l'histoire parce qu'elle n'aurait pas été capable de relever le gant de la République. Je les appelle à s'unir. Nous avons fait une proposition de faire une primaire pour permettre de dégager le ou la candidate qui portera les couleurs de la belle alliance populaire, qui est une construction de rassemblement de premier tour, parce que nous savons qu'aujourd'hui, dans le tripartisme, ce n'est pas au deuxième tour qu'il faut être unis, c'est dès le premier tour, parce que si vous êtes unis au deuxième tour, ça vous fait une belle jambe, pour une raison toute simple, c'est que vous êtes éliminés au deuxième tour. Donc il faut être unis maintenant. Il faut donc nous dépasser maintenant. Il faut aller chercher les syndicalistes, les mouvements associatifs. Il faut aller chercher les hommes et les femmes de culture, ceux qui, aujourd'hui, ne veulent pas voir ce programme. Ça, mettre en place en France, il nous faut faire cela. Nous avons, avec les cahiers de la présidentielle, des projets. Nous avons, avec la primaire, la possibilité de nous rassembler et de trancher. Nous avons, avec le 3 décembre, la possibilité de nous opposer. Mais pour cela, il faut que nous soyons capables, nous, socialistes, parce que nous sommes le cœur, nous avons la possibilité et que nous soyons capables de nous unir. Mes chers amis, jamais dans l'histoire de la gauche s'est rassemblée sur une de ses ailes. Elle s'est toujours rassemblée par rapport à son centre. Et son centre, le centre de la gauche, c'est nous. C'est sur nous que repose la responsabilité d'aller chercher les autres et de les unifier. Et nous ne pouvons pas les rassembler si nous sommes divisés. C'est pour ça que je bats la campagne en vous disant « rassemblez-vous, rassemblons-nous, faisons en sorte que le Parti socialiste et au-delà, tous ceux qui sont alliés avec lui, soient suffisamment unis pour aller en chercher d'autres. Parce que nous avons la conscience de ce que nous voulons faire de la France et la peur de celle qui vient. Voilà pourquoi les socialistes ont une responsabilité immense dans un moment difficile. Oui, moment difficile, mais ce n'est pas à vous que j'apprendrai que c'est notre histoire que d'avoir eu des moments difficiles. Et aujourd'hui, nous avons des polémiques, des sondages. C'est bien moins difficile que ce qu'ont vécu certains de nos devanciers quand on frappait à leur porte au petit matin. Il faut avoir le sens de la hiérarchie, des dangers. Nous sommes une grande formation politique qui puise, contrairement à d'autres, dans l'histoire de cette République, ses racines, et qui a devant elle encore beaucoup de perspectives, à moins que divisés, nous soyons dans une situation de perdre les élections présidentielles et d'être à ce point faible lors des élections législatives, que ce soit le Front National, qui soit la première force à l'Assemblée nationale. Et ne croyez pas, mes amis, que, comme à l'époque bénie du bipartisme, le fait d'être dans l'opposition nous vaudra des succès dans les élections intermédiaires. Si nous ne sommes pas le principal parti de l'opposition, si nous avions perdu les élections présidentielles et législatives, ce que je ne crois pas. Mais dans cette situation-là, si nous ne sommes pas le principal parti d'opposition, alors c'est le Front National qui sera l'opposition à la droite dite républicaine.
Et nous serons collectivement placés, quel que soit notre talent, ou notre avenir, ou nos destins des uns et des autres. Nous serons tous placés dans la situation de nos pauvres camarades de PACA, qui aujourd'hui sont contraints, élection après élection, de soutenir au deuxième tour constamment la droite face à l'extrême droite, même si cette droite érance, même si cette droite reprend les mots d'ordre de l'extrême droite. Nous serons condamnés à cette marginalisation. Donc le combat que nous menons aujourd'hui nous dépasse nos individualités, dépasse nos petites personnes. C'est le combat de la France, c'est le combat de la République, mais c'est aussi le combat du Parti socialiste et de la gauche. Voilà pourquoi, mes amis, je vous appelle à vous dresser, à vous mettre debout. Là, vous m'avez applaudi trop tôt. Et de faire en sorte que demain, grâce à vous, grâce à votre détermination, grâce à vos talents, il soit possible de faire en sorte que la République soit non seulement une et indivisible, mais qu'elle ait encore de très beaux jours devant elle. Vive la République, vive la France, vive le Parti socialiste.